temps de conflit, on peut se dire tout. On peut se jeter des pierres. On peut s'insulter. Si on n'est pas suffisamment éduqué et qu'on n'a pas suffisamment l'étoffe d'homme d'État, mais ça n'empêche pas que dans les coulisses, que l'on continue à négocier. C'est ce que font les États. Au moment de l'intifada, lorsque l'administration américaine cherche à mettre en place ensemble Yasser Arafat et le premier ministre israélien, tout le monde sait qu'ils ne se parlent pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le couloir, dans les coulisses, il y a eu les émissaires qui se sont rencontrés. Ceux de l'autorité palestinienne et du gouvernement israélien, plus de 21 fois. Pendant qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'attente, dans les coulisses, on continue à se rencontrer. Donc, il est possible aujourd'hui, pendant qu'on ne se parle pas, que le président Tshisekedi ou bien que le président Kagame en parle directement au téléphone, parle soit via des émissaires, c'est ça la vie. Et en public, États. On montre une autre c'est comme ça, c'est ça la diplomatie. J'aimerais que l'on puisse un peu s'appuyer sur ce mot, sur ce que vous décriez, avec des adjectifs bien trouvés, le devoir de mémoire et devenir les derniers soucis des Congolais. Les Congolais n'est pas seulement victime de l'agression rwandaise, il est aussi victime d'une amnésie nationale, collective. Mémoire trop courte. Il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Le roi Salomon dit dans le livre de Proverbes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Proverbe ou Ecclésiaste, excusez-moi. Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui est. La vie, c'est un remaking. Mais j'aime ce que la Bible dit. L'opprobre, dans le livre de Sophonie, cette fois-là, je n'oublie pas. L'opprobre ne viendra pas deux fois. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois que l'opprobre est arrivé, ça vous a assagi. Vous avez tiré les leçons. Malheureusement, nous ne tirons aucune leçon. C'est la 40e version du M23. Continuons à croire en la République. Continuons à croire que le bonheur est devant nous. Ne tombons pas dans la résignation. En lieu et place de nous résigner, laissons plutôt place à la résilience. On peut rebondir. Mais pour cela, il faut se dire des choses telles qu'elles doivent être dites, sans haine, sans fanatisme, sans trahison. Aujourd'hui, ce qu'il faut à chacun des Congolais, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. La patrie est en danger. Et lorsque la case brûle, même l'eau sale peut servir à éteindre le feu. On n'a pas besoin des eaux importées pour éteindre le feu. On a besoin de tout le monde. Faisons appel même aux ennemis. Lorsqu'il fallait crucifier Jésus, Pilate et Hérode, des ennemis jurés, se sont ligués, se sont parlés. Faisons preuve d'une intelligence. Prouvons que nous allons à l'église et que nous connaissons la parole de Dieu. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128
N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci de nous suivre et de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Vous êtes sans nul doute sur Politicon. Ne vous en faites pas, c'est un nouveau look. Eh bien, nous étions absents pendant près de 2 semaines parce que nous sommes trouvés d'autres bureaux. Question avec le souci de détail qui nous a toujours caractérisés, faire 3 petites tâches et corriger certaines imperfections avant de vous revenir dans ce tout dernier virage de l'année 2025. C'est vrai, Politicon a été toujours au cœur de l'actualité et donc les émissions de qualité, comme on a l'habitude, les débats incisifs, les analyses percutantes et pointues retrouvent leur droit de citer sur votre chaîne. Bienvenue dans votre émission Ligne Rouge qui va poser les bases d'un avenir, mais aussi essayer de faire l'état des lieux de la situation de déliquescence dans laquelle notre pays est englué. Au moment où nous parlons, vous le savez très bien, que certaines villes et localités continuent à passer sous contrôle de l'AFC M23 qui continue à faire ses avancées de conquête en conquête. Nous nous posons la question jusqu'où cette rébellion sera estompée par les armées loyalistes. Eh bien, on va essayer de le démontrer, même de le découvrir avec notre invité qui a bien jugé défendable de répondre à notre invitation. Il s'agit du docteur, pasteur, conférencier, les stratèges, docteur Silas Mimile Makango. Avec lui, on va revenir sur l'actualité qui n'a pas été analysée par Politicon, le grande ligne justement, et même revenir sur ce qui a été dit il y a peu, mais qui n'a pas été suivi pour, n'est-ce pas, trouver des résultats et voir comment notre pays peut retomber sur ses jambes, comment être fier de ce grand Congo et comment être heureux de tout ce qui est pris comme décision quand, sous d'autres cieux, parfois on parle du Congo tout en nous caricaturant. Le cas le plus patent et grandiloquent, c'est celui de Donald Trump qui pense avoir mis fin à une guerre de plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Est-ce la réalité des terrains les confirme? On le vérifie aujourd'hui avec le docteur pasteur Silas Mimile Makango, que nous avons toujours eu l'habitude et le réel plaisir de le recevoir. Soyez les bienvenus. Merci de votre temps et de votre patience. Merci beaucoup, Gédéon. Ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau, réfléchir, essayer de nous soumettre à cet exercice intellectuel en vue d'aider vos
téléspectateurs, mais aussi ses compatriotes, comme nous, sont épris d'un sentiment patriotique et espèrent qu'au finish, nous aboutirons à avoir un Congo fort, un Congo puissant, un Congo enviable et viable. Et comment vous sentez dans votre peau au regard de toute cette situation de déliquescence que nous vivons en République démocratique du Congo, notamment avec la crise sécuritaire dans l'est du pays, qui continue à faire des dégâts énormes, des vies humaines sont fauchées, des villes et localités qui passent sous contrôle de l'ennemi. Vous qui êtes stratège, comment vous vous sentez, et surtout en tant que berger? J'éprouve deux sentiments. Le tout premier sentiment, c'est un sentiment de désarroi, d'amertume, d'autant plus que nous continuons à déplorer ces pertes en vies humaines qui continuent, parce que les âmes qui périssent chaque jour à cause de ces atrocités que nos populations dans la partie orientale sont en train de subir et de vivre pouvaient bien être évitées. Donc, en tant que père de famille, en tant que citoyen, en tant que patriote, je ne peux que éprouver ces sentiments de tristesse, de désarroi, quand bien même je ne désespère pas. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de révolte. Pourquoi sentiment de révolte? Parce que j'ai l'impression que ce que nous avions commencé à dire, même sur votre plateau ici, il y a plus d'une année, malheureusement, sont en train de se matérialiser. Alors que nous n'avions pas voulu être prophètes de malheur. Nous avons simplement émis des diagnostics dans le but, dans l'espoir d'avoir une thérapie qui serait en adéquation avec les problèmes qui sévissent sur notre nation du point de vue sécuritaire. Mais malheureusement, ces propos n'ont été que de simples vœux qui n'ont pas été pris en compte, parce que ce qui arrive aujourd'hui n'arrive pas par accident. C'est un cheminement logique. C'est un cheminement logique. Les États ne croient pas au miracle. Les États ne confessent pas la foi. Les États utilisent l'instrument qu'on appelle l'intelligence. La foi, c'est à vous, hommes d'église. La foi, c'est à nous, mais aussi aux des actions. individus. Okay? Chaque miracle qui arrive au niveau de l'État devrait nous étonner. On doit capitaliser ces miracles-là, mais on doit aussi chercher à savoir quels sont les éléments qui ont concouru à l'avènement de ces miracles. Voyez-vous? Donc, même si la manne est descendue aujourd'hui, un État sérieux devrait savoir pourquoi est-ce que la manne est descendue ici et pas ailleurs. Qu'est-ce qui fait que demain nous puissions rééditer ces miracles? Donc, ce qui fait que la conception du surnaturel, de la dimension métaphysique d'un État diffère de cette perception des individus que nous sommes. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un aboutissement logique, rationnel de ce qui a commencé. Et donc, les prémices ont été claires, les prémices ont été identifiées, mais malheureusement, nous n'avons pas administré la thérapie effective, la thérapie idoine, adéquate pour pouvoir mettre fin à cette hémorragie. Vous voulez dire que nous n'avons pas su réagir au moment où il fallait? Nous n'avons pas su réagir au moment où il fallait. Nous nous sommes limités à exposer nos émotions et nos sentiments, parce qu'il faudrait aussi les reconnaître que l'un des maux qui ronge le Congolais en général, dans son ensemble, et son élite en particulier, c'est cette capacité, cette promptitude à réagir par les émotions. Alors qu'en ce qui concerne les choses de l'État, lorsqu'il est question de l'État, lorsqu'il est question de la collectivité nationale, de la communauté nationale, il est important que l'on fasse taire le cœur pour faire exprimer, donner de la voix au cerveau. Malheureusement, nous reléguons le cerveau en arrière et nous voulons que le monde nous écoute en lisant ce qu'il y a sur notre cœur. Le monde n'est pas notre partenaire. Le monde ne veut pas notre bien. Le monde n'est pas là pour faire le babysitting. Le monde est là pour profiter de nous, s'il est possible, pour faire des affaires avec nous, si nous sommes sérieux, pour nous respecter, si nous nous imposons. Et pour y arriver, il faudrait que nous puissions savoir comment juguler ces deux éléments, le cœur et le cerveau. Mais quand il est question de l'État, il faut privilégier l'État, le cœur, plutôt le cerveau, au détriment du cœur. Parce qu'un État n'a pas d'âme. Les États n'ont pas des états d'âme.
Les États sont censés être l'incarnation du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-être. Malheureusement, depuis la chute des villes de Goma et de Bukavu, nous avons pleuré. La jeunesse de Kinshasa est même descendue dans le riz pour protester. Mais cela n'a pas suffi pour autant changer la situation. Après cela, nous avons oublié et nous sommes passés à autre chose. À telle enseigne que même les 2 mois qui précèdent la chute d'Ouvira, vous remarquerez que la nation tout entière était orientée, motivée pour autre chose qui en réalité est secondaire, par exemple. Donc la qualification, par exemple, des Léopards pour la Coupe du Monde, alors que nous avions une plaie qui est restée béante, qui avait besoin d'être cicatrisée, qui avait besoin d'être traitée. Nous avons dormi sur nos lauriers. Nous avons dormi sur nos lauriers parce que nous avons espéré que les autres allaient résoudre nos problèmes. Parce que nous avons espéré que nos larmes étaient un argumentaire. Parce que nous avons espéré que nos guéguerres internes nous aideraient à finir avec les problèmes qui menacent notre existence en tant qu'État. Sans pouvoir désespérer, je crois à la résilience. Je crois qu'un peuple se réveille aussi lorsqu'il touche les bas-fonds. Je crois qu'un peuple se réveille aussi lorsqu'il y a un arrêt cardiaque. On a la possibilité par un électrochoc, que cela vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, de pouvoir se réveiller et repenser son mode de vie. Quand dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État revient avec cette phrase qui redonne l'espoir et qui transmet la foi parce qu'elle est souvent portée par vous, hommes d'église, qui nous prêchez tous les dimanches, que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Vous, en tant que pasteur, homme d'église, comment essayez-vous d'entendre ce que le chef de l'État a bien voulu dire comme message? Je vais certainement vous décevoir dans le sens où j'ai du mal à laisser le pasteur réfléchir sans faire intervenir les scientifiques que je suis. Ok. Donc ça fait plusieurs années, je suis... Donc, ce serait rien de difficile pour vous? Je suis cette alchimie, je suis ce cocktail-là. Ok. L'homme scientifique et le pasteur. Parce que je ne vois pas d'inadéquation, il n'y a pas de conflit entre les deux. Donc, j'étais ébloui d'entendre le président de la République finir son discours par cette phrase. Et je crois que son narrateur, celui qui a fait, celui qui a conçu ce discours, mérite un coup de chapeau. Très bel atterrissage. Mais il y a un problème persistant auquel fait face le président Félix Tshisekedi, problème que le président Kabila Joseph a rencontré, c'est l'écart qui existe entre le vœu ou la pensée exprimée par dans leur discours et l'existence d'un laboratoire, d'une machine qui donne à ces discours une matérialité, qui finit par matérialiser ces discours. Ce qui signifie, malheureusement, ce que nos chefs disent ne sont pas pris en compte par leurs collaborateurs pour leur donner une matérialité. Parce que le discours d'un chef d'État, c'est l'orientation temporelle, spirituelle et même stratégique que les chefs donnent, qui en réalité assigne à ses collaborateurs, à son équipe, la ligne à suivre. Ce n'est pas qu'un simple discours. Ce n'est pas qu'un simple discours. C'est-à-dire que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Il faudrait que les savants congolais qui sont autour du chef se posent la question. D'où viennent ces ténèbres? Qu'est-ce qui donne à ces ténèbres leur vitalité? Qu'est-ce qui fait que ces ténèbres continuent à s'étendre année après année, et même durant des décennies? Avons-nous le pouvoir? Avons-nous suffisamment de puissance pour dire comme Dieu que la lumière soit? Mais aussi dans notre imaginaire, c'est quoi la lumière? Parce que la seule chose qui chasse les ténèbres, c'est la lumière. Mais un autre mot pour les ténèbres, du point de vue étymologique, un autre mot pour les ténèbres, c'est l'ignorance. En d'autres termes, le président a voulu dire, je peux paraphraser,
que l'ignorance ne gouvernera pas toujours ces pays. Or, l'ignorance n'est chassée que par une seule chose. La lumière. La lumière. Et encore là, un autre mot pour la lumière, c'est la connaissance. Une connaissance. C'est-à-dire, il faudrait faire la guerre à l'ignorance. Et là, on fait intervenir donc l'intelligence, l'élite. Bon, qui est... il faut faire la guerre à l'ignorance. Et cette guerre ne sera menée que grâce à un instrument, grâce à un arsenal qui est la lumière ou la connaissance, ou mieux, les connaissances. Une géopolitique de la connaissance. Parce que nous sommes là où nous sommes, pas parce que le diable est plus congolais. Pas parce que le diable déteste le Congo puisqu'il ne détesterait la France ou la Belgique. Mais c'est parce que le Congolais a divorcé du savoir. Le Congolais a pris pour ennemi l'intelligence. Vous pensez qu'en suivant le chef de l'État, on est resté dans le cadre d'un simple discours au lieu de travailler de manière à transformer ce vœu-là en réalité concrète? Qu'est-ce qui fait que quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparut? C'est ce pouvoir. Parce que Dieu, pour lui, il est omnipotent. Il a les moyens de ce discours. Il a les moyens de sa politique. C'est-à-dire, les paroles de Dieu sont créatrices. Les propos du président doivent aussi être créateurs. Mais grâce à quoi? Grâce à son équipe. C'est quoi les ténèbres? Sinon, si vous ne les définissez pas, on risque de croire que ces ténèbres, c'est ces ténèbres qu'on chasse tous les dimanches dans les églises. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un démon. Les États ne font pas face aux démons de pauvreté, non. Les démons de pauvreté sont une affaire d'individus. Les États font face à la pauvreté dans un État est due à l'ingouvernance et non pas à un démon de pauvreté. Vous comprenez? Les démons, les États ne font pas face à un esprit de destruction. C'est-à-dire, avant d'aller dans cette dimension spirituelle métaphysique, nous devons explorer et finir avec les ressources intellectuelles et matérielles que l'on a. Les confessions religieuses, elles n'ont pas compris quand elles font appel à de journées de prière pour chasser l'esprit des trahisons, des tribalismes, des rébellions, tout ça. Ce n'est pas mal. Elles n'ont pas compris? Ce n'est pas mal, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas compris. Je ne dirais pas que nous n'avons pas compris, pour ne pas me dédouaner. Mais je pense que nous sommes face à un malade rongé par plusieurs maladies à la fois. Il y a une diversité, une complexité de pathologies. D'où il faut un schéma médical qui inclut plusieurs médicaments ou plusieurs thérapies. Donc le fait de donner le paracétamol à quelqu'un qui souffre de la malaria va baisser les céphalées, mais ne va pas mettre fin à la malaria, va baisser la fièvre sans mettre fin à la malaria. Ce qui signifie laisser les confessions religieuses faire ce qu'ils savent faire parce que c'est ça leur contribution. Mais ne croyez pas que les prières organisées par les confessions religieuses à elles seules, ces prières, vont mettre fin. Sinon, nous tombons dans ce que j'appelle l'obscurantisme religieux, qui est encore un fléau qu'il faut à tout prix éradiquer. Nous donnons trop du travail à Dieu, alors que Dieu ne va pas faire à notre place ce qu'il n'a pas fait pour les Togolais, ce qu'il n'a pas fait pour les Sud-Africains, ce qu'il n'a pas fait pour les Singapouriens, ce qu'il n'a pas fait pour l'État d'Israël. Et alors, il à ne ce le fera pas. quelle est la responsabilité de Dieu? La responsabilité, Dieu n'a aucune responsabilité aujourd'hui. Laissez-moi vous le dire. Ah bon? Dieu n'a aucune responsabilité. Quelle est la responsabilité de Dieu lorsque l'empire Maya aztèque disparaît? Quelle est la responsabilité de Dieu lorsque le Soudan est partitionné? Quelle est la responsabilité de Dieu lorsque l'Éthiopie s'arrange pour émietter la Somalie en créant ce qu'on appelle aujourd'hui la Somaliland? Quelle est la responsabilité de Dieu? Le Congo n'est pas cité dans la Bible, mais le Liban est cité dans la Bible. On parle du cèdre du Liban. Mais aujourd'hui, on parle aussi en géopolitique de la libanisation, c'est-à-dire l'état de non-état dans un État. Quelle est la responsabilité de Dieu? C'est le seul pays de cette contrée où l'on trouve un bon pourcentage de chrétiens. Quelle est la responsabilité de Dieu lorsque Israël va en captivité? Quelle est la responsabilité de Dieu lorsqu'il y a Holocauste? Certes, ça a été annoncé par le prophète Ézéchiel. Mais pour que Israël redevienne un État
après la signature, sa reconnaissance aux Nations Unies en 1948, avec David Ben Gourion, ils se sont pris en charge. Est-ce que, pasteur, est-ce que la responsabilité de Dieu ne serait pas en ce sens qu'il ne nous aurait pas tout donné, ou il ne nous aurait pas donné avec quoi nous développer? Pourtant, il nous a gâtés. Dieu ne nous a pas donné, mais Dieu nous a gâtés. Et je ne sais pas si ce sont ces gâteries qui nous ont amenés à nous comporter comme des enfants pourris gâtés. Et qu'est-ce que Dieu a donné à la Suisse? Nothing. Qu'est-ce que Dieu a donné au Japon, à part les tremblements de terre et les eaux? Qu'est-ce que Dieu a donné au Togo? Dites-moi. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'État d'Israël? 62% de son territoire est désertique. Mais c'est ce même État qui aujourd'hui est le premier exportateur de fruits et de légumes. Qu'est-ce que Dieu a donné à cet État d'Israël? L'ennemi de tous, mais qui survit et impose sa volonté à ces tous. Qu'est-ce que Dieu a donné à Israël? Au fait, nous avons une mauvaise théologie. Ça aussi. La théologie importée ou la religion importée. Le problème n'est même pas là. Là encore, c'est un autre débat. Même cette théologie qu'on croirait importée, que je ne crois pas importée parce que je ne vois pas Dieu pour un camp. Je crois à un Dieu universel. Je crois à un salut disponibilisé pour toutes les nations, pour toutes les langues. Mais le problème, c'est que nos lunettes ne nous montrent pas Dieu dans son entièreté. Nos lunettes nous montrent un Dieu portant un tablier, prêt à nous servir. Mais ces lunettes ne nous montrent pas Dieu avec un bâton comme un inspecteur qui vient inspecter ce qu'on a fait des dons et des talents, des ressources qu'on a reçues de lui. Le jour où le Congolais cessera de voir Dieu comme babysitter, mais commencera à le considérer comme étant inspecteur, nous prendrons au sérieux les choses que Dieu nous a données. Alors la solution, qu'est-ce que vous nous proposez pour sortir justement de cette... Il faut sortir de cet obscurantisme. À mal. Il faut sortir de cet obscurantisme religieux. C'est là où j'exhorte mes confrères, mes pères, hommes d'église, à ne plus prêcher ce que le peuple veut. On ne fait pas la course pour la plénitude de nos temples et de nos cathédrales. On ne doit pas faire la course pour discuter qui est le plus écouté. Mais la course devait être plutôt qui est-ce qui transforme le plus par la parole de Dieu. Il y a un lien intrinsèque entre le culte d'un peuple et sa culture. Tous les deux se vivent sur un territoire, sur un espace qu'on appelle l'État, la communauté ou la nation. Ces deux éléments, le culte et la culture, s'interpénètrent. C'est-à-dire, le Congolais lambda croit à la chance. Le Congolais chrétien dit Nzamba Kosala. Même du point de vue étatique, nous avons amené cette théologie au niveau de l'État. Et on a oublié quelque où chose nos autorités invitent les hommes de Dieu pour la prière et jamais pour leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez? C'est comme si ces hommes de Dieu n'avaient que des genoux à ployer devant Dieu et pas de cerveau à penser leur société. Merci beaucoup. Et les réponses, ou toutes les réponses sont à retrouver dans les deux pépites et les deux nouveaux ouvrages qui ont vu le jour depuis novembre dernier. Le 5 novembre. Le 5 novembre dernier. Il y a le chef, le fondamentaux d'un leadership stratégique et aussi la RD Congo entre impuissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence. Et toutes les solutions, les recettes, ce ne sont pas toutes les recettes. Je ne serai pas aussi prétentieux à ce point. Je ne serai pas aussi mais quand même, ce sont des pistes que vous donnez pour sortir de cette situation. Et si vous voulez vous en procurer, vous pouvez passer dans des points de vente, des livres à Kinshasa, Money Shop, Palais du Peuple, Rotana, Philadelphie, et aussi Philadelphie au niveau de Lembassa Longo, librairie Jean-Claude Ntumba, Ministries, Lingwala derrière l'université Révérend Kim,
et librairie La Maison du Savoir, place des Évolués, où vous pouvez nous contacter ou contacter directement le pasteur Silas pour vous procurer ces 2 magnifiques livres. Mais au regard de la situation que nous vivons en République du Congo, il serait impérieux ou nécessité pour nous de nous apaisantir sur la RD Congo entre impuissance et déni des puissances pour une politique étrangère d'intelligence, parce que c'est un livre qui est toujours d'actualité. Il ne faut pas oublier qu'on a signé en date du 4 décembre dernier un accord qu'on appelle accord de Washington, un accord de paix. Et de prospérité. Et de prospérité, bien entendu. Vous, en tant que stratège, quel est le sentiment qui est le vôtre quand vous lisez l'histoire et les péripéties pour en arriver là? Il y a déjà Trump qui s'en félicite. Il dit avoir mis fin à la guerre en République du Congo qui a mis 30 ans. Votre réaction? En relation internationale, il y a un élément fondamental qui est celui de la personnalité de l'homme d'État en tant qu'acteur des relations internationales. Ce qui signifie la nature des relations, la nature de ce qui se vit dans l'arène, dans l'échiquier mondial, est aussi déterminée par la nature de ces acteurs, qui ne sont pas seulement des États, mais aussi des individus. Et quand vous regardez le président Donald Trump, vous vous souviendrez d'ailleurs, Gédéon, sur votre plateau, je crois l'avoir dit, que ça a été une grosse bêtise, une grosse erreur. D'avoir un médiateur puissant. D'avoir un médiateur hyper puissant, d'avoir quitté Luanda pour Washington. Ça a été une grosse erreur. Je n'avais jamais cru en cela, pas par pessimisme, pas par crainte ou encore par politisme. Je n'avais jamais cru en cela parce que j'ai quand même pris le soin d'étudier un tout petit peu Trump, mais aussi d'étudier la politique étrangère américaine, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Et mettant ensemble ces différents éléments, essayant de créer les liens qui existeraient entre ces éléments, je savais que ça a été une erreur d'aller à Washington. De 2, le facteur personnalité des hommes d'État, en l'occurrence le président Donald Trump, le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Il a une personnalité mégalomaniaque. Leur personnalité différente ne présageait pas une attente à long terme. Okay. Trump, c'est le showman. C'est le one-man show. Trump, c'est à la fois le messager, mais qui veut être aussi le message. Trump, c'est celui qui ne veut pas seulement suivre l'information, mais qui veut être l'information. Trump, c'est le seul président américain dans l'histoire du monde, d'ailleurs, et tous les présidents que le monde a connus ces 15 dernières années, à qui on a reproché le fait d'être hyper présent dans les réseaux sociaux. Vous vous rappellerez à l'époque, sur Twitter, le Congrès américain l'avait reproché, jusqu'à ce qu'on l'avait même bloqué. On l'avait banni. Donc, il ne veut pas seulement suivre l'information, mais il veut être le nombril du monde. Il veut que tout se passe autour de lui. Il veut être celui à qui l'on va décerner le prix Nobel de la paix. Il veut résoudre des conflits, mais il veut le faire de manière superficielle, pourvu que ce soit lui qui soit le médiateur, pourvu que ce soit lui le sauveur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de vous sortir de votre cellule de la prison et vous laisser dans l'enclos même de la prison, pourvu que vous les reconnaissiez comme étant le libérateur. Alors qu'en réalité, il ne vous a pas libéré, il vous a sorti de la cellule, mais vous êtes resté dans l'enclos de la prison. C'est ça Donald Trump. Déjà en septembre, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, il s'est jeté des fleurs. Il a fait preuve de cette autosatisfaction. Il a été dans l'euphorie en disant qu'il a résolu diverses crises. La crise entre l'Inde et le Pakistan, la crise entre Israël et Hamas, la crise entre Israël et l'Iran, la crise entre le Congo et le Rwanda. Alors qu'en réalité, lorsque vous regardez toutes ces crises qu'il a évoquées, aucune de ces crises n'a été résolue. Le fait de mettre des protagonistes autour d'une même table,
de les faire signer des papiers ne signifie pas que vous avez résolu une crise. Parce que parmi les 5 critères qui sont exigés à un bon médiateur, le tout premier critère, excusez-moi, c'est celui d'avoir une maîtrise sur la genèse, mais aussi la généalogie du conflit en présence. De peur que la résolution ou la signature de l'accord ne soit pas un mort-né. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'est-ce qui est à la base. Et lorsque vous suivez les discours de Trump, vous vous rendez compte que Trump est fort dans beaucoup d'autres choses. Mais Trump est un inculte en ce qui concerne la politique des Grands Lacs. Qu'est-ce qui nourrit l'ignorance de Trump des réalités des Grands Lacs? C'est aussi le fait d'avoir placé un point de contact qui lui-même n'est pas suffisamment rodé du point de vue politique. Là, vous et du parlez point de de vue Massad Boulos. Massad Boulos. Qui est Massad Boulos? C'est parmi les transfiches que Trump a fabriquées. C'est-à-dire, de l'homme d'affaires qu'il a été, il fait de lui son point focal, son émissaire au niveau de l'Afrique. Mais quelle connaissance Massad Boulos a? Mais encore, quand vous regardez dans l'administration Trump, vous remarquerez que celui à qui Trump accorde le plus de temps pour échanger, c'est son secrétaire général, même pas Marco Rubio. Non, lui, il est aux affaires étrangères. Okay. C'est plutôt le secrétaire d'État plutôt, qui est au commerce, Howard Lutnick, qui lui aussi était un homme d'affaires, un financier, que Trump a nommé comme... Donc, pour dire que Trump a un prisme, il a une perspective affairiste. Il a une autre vision du monde. Il a une autre vision du monde. Quand Trump vous regarde, il ne voit pas l'étendue de votre sol. Il voit ce que votre sol contient. Voilà pourquoi, dans sa rhétorique, il revient plutôt souvent plus sur les terres rares. Il dit même, chacun va se faire beaucoup d'argent. Donc, pour Trump, l'essentiel, c'est ce qui lui fait gagner aux États-Unis. Peu importe à n'importe quel prix. Et pourquoi a-t-on accepté Nous avons accepté cela. Pourquoi avoir tendu la main à Trump pour mettre fin à cette guerre qui a fait plus de 3 décennies? Parce que nous avions espéré que Trump, les États-Unis en l'occurrence, allaient peser de leur poids pour imposer à Kagame la fin ou la cessation des hostilités. Mais nous avons minimisé, en proposant à Trump cette démarche, les liens qui existent entre Washington et Kigali. Le M23 n'est qu'une fabrication de Kigali. Mais nous ne nous posons pas suffisamment la question, cher ami, quelle est la puissance derrière Kigali? Qui a fabriqué Kigali et qui donne de la vitalité à la vision ou la visée hégémonique de Kigali? C'est Trump. Donc nous sommes allés accuser Kigali auprès de son père. Et nous y allons dans le but de créer un partenariat bilatéral d'échange minéraux en échange de la sécurité. Déjà, c'est une abomination parce qu'un État ne peut pas sous-traiter sa souveraineté, plutôt sa prérogative fondamentale qui consiste à assurer sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. Donc, on ne peut pas, sinon nous ne sommes plus un État. Mais lorsque nous allons pour avoir ces attentes bilatérales entre nous et les Américains, par quelle magie les États-Unis décident d'associer celui contre qui nous avons sollicité cet accord, afin de ne plus l'avoir comme adversaire, mais de l'avoir désormais comme partenaire. Et ainsi donc, même ce que nous avons célébré, la fameuse résolution 2773, va être diluée comme du sel dans l'eau. Parce que celui que l'on devait frapper, c'est avec lui que nous devons nous asseoir pour penser la paix et la sécurité. Alors que nous connaissons les velléités, alors que nous connaissions les ambitions du président Paul Kagame quant à la domination qu'il veut exercer ou le contrôle qu'il veut exercer sur une bonne partie de nos territoires. Alors, nous avons signé, mais les malheurs encore, nous l'avions dit sur votre plateau, vous vous souviendrez, il y a 2 mois passés, que c'était une malédiction, un malheur
pour ne pas exagérer, d'avoir un médiateur trop fort parce qu'il est inaccessible. Inaccessible. On ne sait pas lui faire des suggestions. Il vous impose son agenda, il vous impose sa recette, il vous impose. Donc vous voulez dire qu'il n'aurait pas le temps pour intervenir et faire le suivi de manière permanente lorsqu'il y a crise de persistance ou lorsqu'il y a violation de l'accord? Déjà, je suis sûr et certain, à moins que je me trompe. Lorsque je regarde, je suis dans mon bureau, cette signature, je regarde les mimes, les gestes, je vois les expressions faciales. Je vous dis que si c'était à Paris, cet accord ne serait pas signé. Si c'était à Luanda, cet accord ne serait pas signé. On aurait connu ce qu'on a connu dans les camps David, à l'époque du président Clinton. Pourquoi les partis ont posé leur signature? Parce qu'on est en face de quelqu'un à qui on ne dit pas non. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour Macron et toute l'Union européenne. Mais il y a l'Ukraine qui refuse de signer ce que Donald Trump propose. Et on lui a dit si jamais l'Ukraine refusait de signer, et sa réponse était ils doivent se préparer à se battre de tous les moyens. Tous les moyens plutôt. Je crois que Zelensky a été forgé dans cette guerre de 3 ans et demi. C'est que Poutine avait sous-estimé ses côtés résilients de Zelensky, mais aussi la transformation de ces Zelensky, du civil qu'il a été, pour adopter désormais une attitude, une mentalité militaire et même militariste, jusqu'à être prêt aujourd'hui à se faire martyr. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, si malheur arrive à Zelensky, l'Europe, les Ukrainiens, dans les 10 prochaines années, vont exhumer la mémoire de ce jeune homme pour faire de lui un héros. Et Poutine ne veut pas faire de lui un héros. Poutine refuse. Voilà pourquoi il ne pense même pas à un quelconque assassinat. Okay. Le Kremlin dissuade quiconque de mener une opération qui tente à ôter la vie à Zelensky. Sinon, on va faire un martyr et un héros. Et Zelensky est candidat à cela. Donc, qui va dire non à Trump? Qui? Parce qu'il n'a d'égard pour personne, si ce n'est que pour sa petite personne. Il n'a de respect pour personne. C'est dans l'histoire du monde contemporain qu'on ait à faire, surtout après la guerre froide, qu'on ait affaire à un président qui se comporte de la sorte. Mais cela étant, Dr Silas, la réussite de cet accord, tel que c'est le cas, dépendrait de quoi? Oui, nous devons nous désengager. Je ne vais pas parler de la réussite de cet accord. Je ne voudrais pas parler d'une probable réussite de cet accord parce que l'accord en lui-même pose problème. Alors nous désengager, cet accord, refuser de l'appliquer? Ça sera encore un problème parce que ce n'est pas seulement un accord avec le Rwanda, c'est un accord qu'on signe aussi avec les États-Unis d'Amérique. Déjà, la position des États-Unis d'Amérique est un peu ambiguë parce que est-il partie prenante ou bien il n'est qu'un simple médiateur? L'accord lui-même comporte de nombreuses faiblesses, surtout à l'endroit de la République démocratique du Congo, à qui l'accord fait beaucoup d'exigences, alors qu'il les fait de moins en moins au Rwanda, qui est censé être reconnu. Tout le monde le sait, même le diable est au courant, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Mais malheureusement, dans cet accord, le Rwanda n'est pas pointé en tant qu'adversaire, agresseur, mais plutôt il est reconnu comme un État qui se défend face aux menaces que la République démocratique du Congo, ensemble avec les FDLR, représenterait par rapport au Rwanda. D'où l'on nous demande de pouvoir désarmer les FDLR et les rapatrier pour que le Rwanda, à son tour, puisse lever ses mesures défensives. De l'action A appelle à l'action B. L'action A appelle à l'action B. Alors qu'on connaît déjà la difficulté que nous aurons quant au désarmement. D'abord,
à avoir ces FDLR, à les désarmer, parce que la plupart d'entre eux sont dans les partis occupés par le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, on nous place devant une équation à 1000 inconnus. Mais pour les États, il n'y a pas d'impossibilité. En géopolitique, les mots impossibles n'existent pas. Il faut trouver une solution, mais seulement accepter le coût de cette solution. Il faudrait accepter de perdre peut-être une bataille dans la perspective de gagner la guerre. Parce que la guerre, c'est quoi? La guerre pour la République démocratique du Congo devrait être le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. En d'autres termes, l'extermination des 260 groupes armés qui sévissent sur le territoire national. Pas simplement la capitulation du M23, pas simplement la capitulation, le retrait de Nanga et sa bande, mais plutôt le retour de la paix. Mais aussi débrancher tous les éléments conflictuogènes, tous ces éléments qui donnent naissance à des conflits, donner de la force à l'État et donner à l'État les moyens d'assumer et d'assurer son autorité sur l'intégrité du territoire national. Donc c'est cela pour nous la finalité. Parce qu'en finir avec le M23 serait certes une grande victoire, mais une bataille qu'on va remporter par la guerre. Pourquoi? Parce que juste aux côtés du M23, c'est ici la différence entre les analyses que les politiciens font et que les intellectuels, les stratèges devraient faire. Parce que la stratégie signifie aussi quoi? La stratégie suppose aussi la globalité. Il faut lire le tableau de bord dans toute sa globalité. Pas seulement une rubrique. Faire une lecture globale. C'est-à-dire les choses dans leur globalité, mais aussi voir les choses dans le long terme. C'est-à-dire une bonne victoire aujourd'hui qui devait aussi être une bonne victoire pour demain et le lendemain. Et l'accord de Washington ne nous donnerait rien même à court terme? Parce que ce n'est pas l'accord de Washington, mon cher ami. Je ne sais pas comment vous faire comprendre cela. Il y a des préalables que nous n'avons pas fait. Écoute-moi. En relations internationales, un État peut signer un accord. Mais il doit se poser la question, si c'est un État sérieux, un État stratège, il doit se poser la question, Gédéon, suis-je obligé de respecter mon engagement? Il doit se poser cette question. Si hier il a respecté, le lendemain il doit se poser la question, qu'est-ce que je perds en continuant à respecter cet accord? Parce qu'il y a la dynamique de la vie politique dans la sphère internationale. Les choses ne restent pas les mêmes. Aujourd'hui que Ouvira est tombé, il y a eu une dynamique qui s'est créée. Il y a eu une mutation dans l'équilibre des puissances sur terrain. Vous n'allez pas exiger au M23 d'avoir le même retenu qu'ils avaient avant la chute de l'Ouvira. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc un État n'est pas obligé de respecter ces accords. Surtout lorsque le respect des accords va à l'encontre des intérêts de cet État. Vous ne devez pas respecter votre capitulation au nom d'un accord qu'on a signé. Les États ne sont pas des garçons de cœur. Ce sont des monstres froids. C'est ce qu'on appelle le réel politique. Oui, tout à fait. On a vu quelques jours après la signature de l'accord, Ouvira tombé, vous en avez parlé, et vous nous permettez... Les champions en cela, c'est l'État d'Israël. Les États-Unis d'Amérique, lorsqu'il fallait attaquer l'Irak, le Conseil de sécurité a émis son veto pour dire pas question d'attaquer l'Irak. La France en premier a émis son droit de veto. Mais parce que les États-Unis avaient des intérêts, il fallait prétendre attaquer l'Irak, que l'on accuserait faussement d'avoir soutenu l'attaque d'Al-Qaïda le 11 septembre, pour qu'une fois Saddam Hussein, régime qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, parce que ce que beaucoup ne savent pas, Saddam Hussein, c'est la fabrication de la CIA. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui fabriquent Saddam Hussein, qui fabriquent les parties basses de l'Irak pour contraindre l'Iran, qui est leur véritable ennemi et éternel ennemi. Mais quand il fallait le faire, ils ont violé les signatures, ils ont renié leur engagement, parce que pour un État, les intérêts de l'État sont au-dessus
des engagements diplomatiques. Et pour cela, un État doit disposer de moyens. Les moyens par rapport à sa politique. Et premier moyen, la guerre. Non, pas forcément la guerre. Être fort. Être la force. Oui. Et lorsque vous êtes fort, vous vous faites respecter. Ah, voilà. Et maintenant, avec la chute de la ville d'Uvira, qui est un verrou stratégique pour la République démocratique du Congo, dans l'histoire des conflits à travers le monde, il est des batailles perdues qui n'auraient jamais dû l'être. Oui. Et si la chute d'Uvira a été la bataille qu'il ne fallait jamais perdre? Évidemment, parce que symboliquement, ceux qui me suivent et qui passionnent le monde de la géostratégie, le monde de la stratégie, le monde des conflits, même de la géopolitique, ils savent que Bukavu, symboliquement, est plus important qu'Uvira parce que c'est le chef-lieu de la province du Sud. Mais en temps de conflit, Uvira, messieurs, est plus important que Bukavu. Pourquoi? Parce que Uvira est ce qu'on appelle des espaces pivots. C'est-à-dire, celui qui le contrôle a la possibilité de contrôler des espaces plus grands que cet espace lui-même. Il est un carrefour. Il donne la possibilité au mouvement rebelle. Malheureusement pour nous, nous continuons à prier Dieu que la donne change sur terrain. Il donne la possibilité aux nouveaux concurrents d'avoir la possibilité d'atteindre plusieurs axes à la fois. Mais aussi, c'est un espace pivot parce qu'il donne malheureusement la possibilité à ces conflits de se régionaliser. Est-ce qu'on va vers ça? Ben écoutez, en cas de vous avez remarqué, vous avez remarqué, depuis la chute de l'Uvira, jusqu'à l'heure où toi et moi sommes sur ce plateau, le nombre de fois où le gouvernement burundais s'est réuni en interne pour évoquer cette situation, mais aussi les sorties médiatiques du président Kagame en évoquant le Burundi. Pourquoi? Parce que ce que Bujumbura craignait est finalement arrivé. La menace est à sa porte. Que va-t-il faire cette fois-ci pour étouffer cette menace et la garder dans le territoire national? Les sorties de Paul Kagame lors de la prestation de serment ou de la prise de pouvoir de ceux-là qu'il a nommés dernièrement est un message qu'il envoie et au Congo et au Burundi. Donc il y a risque que cela se régionalise. Si jamais il y avait régionalisation, les experts congolais, la question qui devait se poser, est-ce qu'on ne va pas rééditer? Et le champ de bataille, ce sera le Congo. Comme toujours. En cas de régionalisation de la guerre. Comme toujours. Maintenant, cette fois-ci, il faudrait se poser la question, les stratèges doivent se poser la question, qui sont les États qui accepteraient de venir se battre, soit aux côtés du Rwanda, soit aux côtés du Burundi et de Kinshasa? Quels sont nos alliés? C'est la question. Sont nos alliés? C'est pour l'instant. Quels sont, pas seulement nos alliés, mais qui accepteraient d'être nos alliés? Okay. Pourquoi viendraient-ils se battre? Qu'est-ce qui les motiverait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table pour les inciter à venir? Ou encore, qu'est-ce qu'ils pourraient évoquer pour ne pas venir à notre rescousse? Ça, c'est la cogitation naturelle et traditionnelle que les stratèges congolais devraient déjà penser. Et ça va se faire maintenant. Oui, parce que dans l'entretemps, dans la partie nord-ouest de notre territoire national, la République centrafricaine se prépare à organiser ses élections. Un processus déjà conflictuogène de par sa marche, de par sa façon de procéder, de sa façon de faire. Mais le président Touadéra fait quand même une descente rapide à Kigali
qui sécurise les processus et les présidents. Donc, on risque d'avoir un autre foyer de tension. C'est là maintenant que les Congos, en lieu et place de soutenir les concerts à Paris et à Bruxelles, de soutenir maintenant des think tanks, des cerveaux qui peuvent réfléchir sur le probable extension du conflit qui quitterait la partie orientale vers la partie occidentale, tout en ne négligeant pas le fameux Mobundo qu'on a déjà ici au niveau du Bandundu. Donc un État, c'est l'incarnation de l'intelligence, l'incarnation, la personnification de l'intelligence. Et qui dit intelligence ne dit pas cerveau, mais dit cerveau dans les ateliers, cerveau dans les laboratoires. Il faudrait que nous commencions déjà à travailler. Parce qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Mais cette fois-ci, il faudrait que nous puissions accepter, le gouvernement congolais en particulier, devrait accepter de prendre le taureau par les cornes, de s'affranchir du populisme, s'affranchir d'abord du populisme qui est devenu le cancer qui gangrène notre gouvernance de l'intérieur, la gouvernance du faire plaisir, la gouvernance de satisfaire, la gouvernance d'un camp qui voudrait garder tout pour lui-même en excluant, oubliant que cette exclusion constitue aussi un des éléments qui donne de la vitalité à l'ennemi. Des mots que vous dénoncez très très bien dans votre ouvrage La RDC entre impuissance et délit de puissance. En effet. Vous dénoncez le tribalisme, le clientélisme qui mettent notre pays à genoux aujourd'hui. Parce que la politique étrangère d'un État, c'est l'exportation de sa politique intérieure. Voilà. On ne peut pas être à l'extérieur un dragon, un caïman, si on se contente d'être un gecko dans sa maison. Vous comprenez? Il faudrait aujourd'hui s'affranchir de toutes ces pathologies locales qui fragilisent l'État, qui fragilisent la voix du chef de l'État. Il doit s'émanciper aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait que le président de la République, Félix Tshisekedi, à qui le peuple a confié un deuxième mandat pour 5 ans, il doit se rassurer. Merci beaucoup. Pour l'instant, on va vous garder, il nous reste 5 minutes, on va chuter en beauté. Le temps pour nous de prendre cet extrait de Donald Trump, le jour de la signature de ce qui convient d'appeler accord de paix entre la République du Congo et accord le de paix Rwanda. Et de prospérité. C'est toujours important de prospérité de entre faire une la invocation RDC totale. Et le Rwanda. Merci et pour les États-Unis. La correction sous la médiation de l'administration Donald Trump. On va suivre. Et puis le pasteur Dr Silas Passerem. Nous espérons que vous êtes en train de passer du bon temps de télé avec votre magazine qui revient après ce moment de répit. Nous recevons sur ce plateau Dr Silas Mimile Makangu, professeur des universités, écrivain et stratège. Vous avez suivi Donald Trump lors de la signature ou de l'entérinement de l'accord de paix et de prospérité entre la République du Congo et le Rwanda voisin. Il dit que les deux chefs d'État se sont dit des choses en coulisses. Ils se sont même montrés aimants pour parvenir à cet objectif. Mais pourquoi, devant les caméras, montrer cette attitude, pour en prêter le mot, quelque peu belliqueuse? De quoi procède ceci ou ça participe de quelle politique? Ben écoutez, je vais vous donner une réponse claire dans ce sens où, en temps de conflit, on peut se dire tout. On peut se jeter des pierres. On peut s'insulter. Si on n'est pas suffisamment éduqué et qu'on n'a pas suffisamment l'étoffe d'homme d'État, mais ça n'empêche pas que dans les coulisses, que l'on continue à négocier. C'est ce que font les États. Au moment de l'intifada, lorsque l'administration américaine cherche à mettre en place ensemble Yasser Arafat et le premier ministre israélien, tout le monde sait qu'ils ne se parlent pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le couloir, dans les coulisses, il y a eu les émissaires qui se sont rencontrés. Ceux de l'autorité palestinienne et du gouvernement israélien, plus de 21 fois.
Pendant qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'attente, dans les coulisses, on continue à se rencontrer. Donc, il est possible aujourd'hui, pendant qu'on ne se parlait pas, que le président Tshisekedi ou bien que le président Kagame en parle directement au téléphone, parle soit via des émissaires. C'est ça la vie. Et en public, on montre une autre attitude. C'est comme ça, c'est ça la diplomatie. Allez. Tout le monde sait que Satan, ça je vais peut-être que vous choquer, tout le monde sait que Satan, pour les uns, il combat les intérêts de Dieu et ainsi de suite. Mais quand vous lisez le livre de Job, chapitre 1er, vous serez quand même étonné de voir Satan, serviteur de Dieu. Satan venir devant Dieu alors que le Fils de Dieu se présente. Et c'est là que Satan, Dieu pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Si ce verset n'était pas placé dans la Bible, on croirait que Dieu et Satan ne se parlent jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie on dit que Job, c'est un livre fictif. Peu importe. Mais la diplomatie, c'est aussi la théâtralité. Okay. La politique, c'est aussi de la théâtralité. Fayoulou peut ne pas se parler avec Kabila, mais n'empêche qu'il s'envoie. Kabila peut ne pas se parler avec Atumbi, mais n'empêche qu'il s'envoie des émissaires. En fait, je ne suis pas d'accord, mais on ne peut pas couper les ponts. C'est cela la sagesse, c'est cela la diplomatie. Alors, le président Trump, je disais tantôt, qu'il est un culte ignorant. Il parle de 2 décennies. Pour Trump, cette guerre a commencé en 2005. 2005. Alors que c'est au-delà, avant bien 2005. C'est plus de 30 ans maintenant. Il fait tout pour lui, tout autour de lui, tout grâce à lui, et rien sans lui, malheureusement. Merci beaucoup. Nous allons chuter dans votre livre. Par contre, vous nous parlez de choses intéressantes. Page 138, vous dites que le devoir de mémoire est devenu les derniers soucis de Congolais. Ils ont complètement oublié que le roi des Belges, Léopold II, avait laissé derrière lui une lignée spirituelle des successeurs, ainsi de suite. Mais j'aimerais que l'on puisse un peu s'appuyer sur ce mot, sur ce que vous décriez, avec des adjectifs bien trouvés. Le devoir de mémoire est devenu les derniers soucis des Congolais par rapport à la situation que nous vivons dans l'Est. Qu'est-ce que le Congolais devrait se rappeler pour corriger ou encore riposter de manière à ce que nous ne puissions pas une nouvelle fois capituler ou vivre le remake AFDEL? Les Congolais n'est pas seulement victime de l'agression rwandaise, il est aussi victime d'une amnésie nationale, collective. Mémoire trop courte. Il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Le roi Salomon dit dans le livre de Proverbes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Proverbe ou Ecclésiaste, excusez-moi. Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui est. La vie, c'est un remaking. Mais j'aime ce que la Bible dit. L'opprobre, dans le livre de Sophonie, cette fois-là, je n'oublie pas. L'opprobre ne viendra pas 2 fois. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois que l'opprobre est arrivé, ça vous a assagi. Vous avez tiré les leçons. Malheureusement, nous ne tirons aucune leçon. C'est la 40e version du M23. Qui est l'ancêtre du M23? AFDEL. RCD. CNDP. Donc, si on ne traite pas les choses de la bonne manière, on va mettre fin à M23. Demain, on aura M26 ou M28. Voilà pourquoi il faut guérir les mal depuis la racine. Ne pas le faire dans le but d'être acclamé. Mais il faudrait réfléchir dans tout le sérieux possible. Le Congolais doit comprendre que c'est sa crise. Les théâtres de combat, c'est chez lui. Les dommages collatéraux, c'est lui qui les subit. Les humiliations, c'est lui qui les subit. Ce n'est pas la guerre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la guerre contre la République. Détrompez-vous. Ce n'est pas une guerre contre le régime. C'est une guerre, un conflit contre la République. Sauver la République en nous mettant tous ensemble, contribuant chacun par ce qu'il peut apporter.
pour recouvrir notre intégrité territoriale, nous asseoir, discuter sur les vrais problèmes. Et ce qu'il nous reste à faire. On a l'impression que cela s'est déjà passé par le passé. Je ne voudrais pas les prendre comme un raccourci. Dialogue, 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 ça serait un raccourci trop facile et même fantaisiste, qui ne résolverait pas le véritable problème. De quoi souffrons-nous en tant qu'État? Qu'est-ce qui, dans notre comportement, dans notre quotidien, nourrit l'ennemi? Qu'est-ce qui nourrit notre vulnérabilité? Il faut à ce stade, pour finir, que le président de la République, avec le gouvernement, trouve, d'abord plus le président de la République, recours à une véritable ingénierie. Ingénierie diplomatique et politique. Et je mettrai les deux ensemble et je parlerai d'une ingénierie stratégique. Parce que militairement, nous ne sommes pas en bonne santé pour prétendre à une riposte militaire. Diplomatiquement, on ne peut pas se croiser les bras parce que la diplomatie, c'est la machine qui fonctionne, même quand les armes crient. On doit continuer à faire des mouvements diplomatiques tout en changeant notre paradigme et en repensant nos revendications. Politiquement, on doit accepter de faire ce qu'on n'a pas pu faire malgré les promesses qui ont été faites. À ce stade, s'il faut perdre, il faudra au moins perdre avec dignité et honneur. C'est-à-dire montrer au monde que nous nous sommes battus jusqu'à la dernière minute. Merci. Merci beaucoup, Dr Silas, professeur des universités. Merci du temps que vous nous avez accordé. Peut-être un dernier mot pour nous quitter. Continuons à croire en la République. Continuons à croire que le bonheur est devant nous. Ne tombons pas dans la résignation. En lieu et place de nous résigner, laissons plutôt place à la résilience. On peut rebondir. Mais pour cela, il faut se dire des choses telles qu'elles doivent être dites, sans haine, sans fanatisme, sans trahison. Aujourd'hui, ce qu'il faut à chacun des Congolais, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. La patrie est en danger. Et lorsque la case brûle, même l'eau sale peut servir à éteindre le feu. On n'a pas besoin des eaux importées pour éteindre le feu. On a besoin de tout le monde. Faisons appel même aux ennemis. Lorsqu'il fallait crucifier Jésus, Pilate et Hérode, des ennemis jurés, se sont ligués, se sont parlés. Faisons preuve d'une intelligence. Prouvons que nous allons à l'église et que nous connaissons la parole de Dieu. Merci beaucoup, des mots très très sages. Et c'est par là que nous nous clôturons, nous mettons fin à cette émission. Merci. Et en ce qui nous concerne, tout ce qu'on essaie de faire, c'est contribuer à ces bels édifices que la République démocratique du Congo par les émissions du genre. C'est pour cela qu'on a reçu pour vous le docteur, professeur des universités, pasteur Silas Mimile Makamou. J'ai toujours tendance à vous appeler pasteur. Je sais pas. Ne vous en faites pas, je le suis. Vous avez toutes les casquettes avec vous. Je suis le pasteur Silas. Merci beaucoup. Allez, consommez l'émission avec délectation, coupez les extraits, mettez-y sur les réseaux sociaux, vous en avez droit, et surtout, ne pas oublier tout ce qui a été dit dans le cadre de cette émission. N'insultez pas. La conscience. N'insultez pas surtout. On n'a pas besoin de ça. Placez plutôt le cerveau à lieu et place du cœur, comme le docteur Silas l'a si bien dit. Et merci. Bon début de week-end. Consommez l'émission et je vous retrouve à très très vite avec la même dose de plaisir. Bon week-end et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.